Ce week-end sur CNews, j'ai écouté Reda Bellage. Vous le connaissez, Reda Bellage, il est porte-parole du syndicat Police Unité. Et il a prononcé une phrase qu'on va réécouter. Il a dit « Laissez-nous faire le ménage ». Voilà. Et j'ai trouvé cette phrase très forte. Et Reda Bellage sera avec nous en direct dans un instant parce que je veux savoir ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui leur manque aux policiers, justement, pour pouvoir agir? Alors, on écoute ce qu'il a dit. C'était sur CNews ce week-end. Et puis Reda Bellage nous explique juste après. Il faut qu'on nous donne à un moment le feu vert. Le feu vert pour faire le ménage. Mais ça reste que quelqu'un un jour... Le feu vert pour faire le ménage dans votre tête? Dans ma tête, déjà, c'est pas penser aux conséquences. À partir du moment où les policiers respectent les règles quand ils interpellent, ne pas penser aux conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie d'acheter la paix sociale. On ne nous laisse pas intervenir de manière systématiquement dans les quartiers. On va nous dire de quitter les lieux le plus rapidement. Comme ça, demain, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de problème politique, il n'y a rien. Et en fait, nous, on est toujours entre le marteau et l'enclume, entre les gens qu'on veut protéger, les Français, et les politiques. Voilà. Donc là, déjà, à un moment, il va falloir que, au plus haut sommet de l'État, tout le monde, j'ai bien tout le monde, prenne ses responsabilités, nous dise « Ok, maintenant, il y a un code pénal qui existe, vous avez le feu vert, faites votre travail ». Voilà, et moi j'étais très marqué par cette déclaration. Laissez-nous faire le ménage. Reda Bellage, bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du syndicat Police Unité Île-de-France, parce que moi, spontanément, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y. Mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, justement, pour faire le ménage, pour employer votre expression? Il nous manque le fameux feu vert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir politique, jusqu'au plus haut sommet de l'État, nous dise, voilà, maintenant la priorité, c'est la lutte contre les rodéos. Et puis, il ne faut plus qu'il y ait de zone de non-droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a vu à Drancy, et puis on voit ce dommage qui est vraiment collatéral d'un pompier qui n'a rien demandé, qui a juste fait un geste citoyen. Voilà, comme vous le voyez aussi à Drancy, où un policier, juste pour garder une moto, c'est juste impossible. Il est pris à partie par 40, 60 individus. Il est insulté. Un individu essaie de lui prendre son arme. Il essaie de prendre le taser de l'autre. Le collègue est obligé de tirer. Et le gars, il fait comme si le collègue n'avait pas fait de tir de sommation, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune peur. Et qu'eux, ils pensent que dans les quartiers, c'est leur loi, c'est leurs règles. Et malheureusement, plus ça va dans le sens du délinquant. Et on a vraiment ce sentiment qu'ils ont un peu raison là-dessus. Parce que nous, on ne nous laisse pas aller là-bas. Je vais donner l'exemple des contrôles rodéo. On va faire des contrôles rodéo. Vous pensez que les contrôles rodéo, on les fait en plein milieu des quartiers? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, un préfet ou je ne sais qui prendra ce risque-là, parce qu'il sait très bien que si on va au milieu de la cité pour faire des contrôles rodéo, on va être pris à partie. Et ils savent très bien que ça va envenimer les choses, que les médias vont s'en mêler, et que du coup, on va dire « Ah non, là, c'est trop dangereux ». Donc on recule, en fait. On laisse les délinquants prendre le territoire, et après, on s'offusque. Malheureusement, quand on voit le type d'image ou des faits divers ou des faits de société avec des rodéos et des refus d'obtempérer. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous auriez les moyens de... Alors, je réemploie votre expression. Vous auriez les moyens de faire le ménage? Déjà, si on nous demandait de le faire, oui. Mais aujourd'hui, on ne nous demande pas de le faire. Je vais vous donner un exemple. On a des motards, par exemple. Qui arriverait mieux qu'un motard qui s'est entraîné pendant des mois et des mois dans un centre de formation à interpeller ces auteurs de rodéo? Les motards, ils sont en capacité de le faire. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas faire. Si jamais vous voyez deux jeunes sur une moto sans casque et que vous annoncez à votre station directrice que votre salle de commandement, vous dites, voilà, il y a un individu qui refuse d'obtempérer, qui fait un rodéo. D'accord? C'est un délit. On va vous dire, ah, attendez, non, prenez pas de risque, n'interpellez pas. Parce que si les jeunes, ils tombent et qu'ils se blessent ou que malheureusement, ils meurent, ça va être la responsabilité du policier et ça va être les émeutes derrière. Donc, il faut qu'à un moment, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et nous donnent le feu vert, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en clair, vous êtes quand même en train de me dire que c'est un choix politique. Bien sûr que c'est un choix politique, bien sûr. À un moment, il y a une époque où il existait une chose qui était bien, qu'on trouvait, nous, policiers, très bien, c'est la police de proximité. C'est-à-dire qu'on allait dans les quartiers. On allait au contact des gens. Ceux qui nous aimaient bien, on prenait contact avec eux. Et ceux qui si je puis dire, emmerdaient ces gens qui veulent une police dans leur quartier, eux, on les harcelait. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce qu'on prend d'autres missions prioritaires. Quand je parlais des motards, je vous donne un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, vous avez eu l'après-affaire Amra. C'est qu'aujourd'hui, les motards, ils sont employés de manière systématique à faire des multiplications d'escortes, pas forcément d'individus dangereux, mais aujourd'hui, il faut remplir des camemberts et dire aujourd'hui, tous les mecs sont dangereux, donc pour tous les mecs qui vont de la santé à telle prison, au tribunal d'instance, il faut une escorte moto. Ces motards-là, au lieu de les utiliser pour lutter contre les rodéos, on les utilise pour faire des escortes, quelle que soit l'escorte.
Mais vous savez, Reda Bellage, et en plus vous parlez d'expérience, voilà, vous connaissez le terrain, donc votre parole, elle a du poids. Mais j'imagine les gens qui nous regardent aujourd'hui, quand vous dites laissez-nous faire le ménage, parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. C'est ça qui est terrible au fond dans ces propos, parce que quand on entend l'actualité, quand on entend ce pompier qui est entre la vie et la mort, hier soir encore ce pompier qui est agressé, quand on voit tous vos collègues qui sont agressés, tous vos collègues qui sont frappés, tous vos collègues qui sont humiliés, et tout ce qui se passe, je pense aussi aux anonymes qui sont agressés dans la rue, quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit « nous on peut faire le ménage, mais on nous le laisse pas faire », il y a de quoi être très en colère quand même. Oui, bien sûr, mais ça c'est en fait aujourd'hui les gens, les Français, les gens qui vous regardent, ils vivent ce qu'on vit nous depuis des années, mais dans les quartiers. Et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est plus que dans les quartiers, c'est partout. Et malheureusement pour tous les gouvernements, pour tous les politiques, et ben en fait les gens filment tout. Donc en fait maintenant vous voyez tout sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les individus ils nous traitent quand on fait un refus d'obtempérer, qu'on essaie d'interpeller quelqu'un. Vous voyez exactement comment ils agressent. Enfin, vous voyez tout en live quasiment maintenant. Et donc, les gens commencent à ouvrir les yeux sur la situation dans certains quartiers, sur la situation dont sont victimes aussi mes collègues, qui soient pompiers, qui soient gendarmes, qui travaillent à la RATP, enfin, peu importe, des gens qui ont des missions de service public. Et on sent qu'il y a vraiment un gros problème avec l'autorité. Et oui, moi, je ne vais pas vous dire que ça me révolte, puisque je l'ai vécu quand j'étais sur le terrain. Je faisais avec ce qu'on me donnait et je fais. En fait, nous, les policiers, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, il y a une petite prise de confiance. On a parlé même si c'est pas les rodéos, on a parlé du match d'après PSG. Excusez-moi, mais tout le monde a dit oui, mais les caméras, ceci, cela. Non, en fait, pourquoi les caméras? En fait, les policiers, ils sont agents de police judiciaire. Ils constatent, ils interpellent. Il faut à un moment faire que tout le monde nous fasse confiance. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas assermenté. Aujourd'hui, il faut 10 millions de preuves, comme si on remettait en question l'intégrité ou le professionnalisme d'un policier. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Voilà. Alors, je dirais pas que la peur a changé de camp, mais j'ai l'impression qu'on laisse un peu trop faire les délinquants. Et il y a un moment, oui, venir commenter sur vos plateaux, sur d'autres, dire oui, pourquoi c'est comme ça, c'est un peu fatigant. Donc oui, si le jour où on nous dira, il faut que les gens sachent que ça ne vient pas des policiers, le jour où on nous donnera le feu vert avec les moyens, eh ben, on fera le job. La place de la Bastille a encore été une nouvelle fois, maintenant c'est désormais quasiment chaque dimanche, le théâtre dans la dérive communautariste de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Alors sous prétexte de dénoncer une prétendue islamophobie galopante, on y reviendra, quelques milliers de manifestants, 3700 selon la police, 15 000 selon les organisateurs, ont défilé dans une ambiance où se mêlaient de façon très tranquille, très apaisée, des drapeaux palestiniens avec des slogans comme non à l'islamophobie et dissoudre Retailleau. Si certains des téléspectateurs se demandaient s'il y avait des drapeaux français, la réponse est non, c'est toujours la même chose. Alors Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Éric Coquerel et d'autres cadres de LFI étaient là ce beau dimanche ensoleillé aux côtés d'organisations islamistes comme le CCIE, on en a parlé, parce qu'ils s'étaient rendus invités à l'Assemblée nationale par Raphaël Arnaud, ou encore les antisémites d'Urgence Palestine, vous savez, cette association dont la dissolution a été entamée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On a presque l'impression que la France insoumise choisit ceux avec qui elle souhaite défiler au premier rang en fonction des plus dangereux et de ceux qui sont sur la liste des dissolutions. Alors évidemment, c'est un spectacle qui est affligeant, c'est une manipulation d'un drame qui est à l'inverse de la réalité des faits pour servir une cause dangereuse. Et vous l'avez dit, Christine, si on a souhaité en parler ce soir, c'est parce qu'il martèle à chaque fois la même chose. Il l'avait déjà fait une première manifestation. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon même avait fait une scène de théâtre qui lui vaudrait d'être reçu par les Molières parce qu'il était tout en pleurs au devant de cette manifestation. Eh bien, ils ne sont pas contentés de cette manifestation, ils en ont fait une deuxième. Parce que c'est ça la stratégie de la France insoumise, c'est tout simplement de marteler, marteler, marteler. Alors vous savez, il y a un terme souvent dont on parle beaucoup à gauche, en général pour parler de la droite et de la droite dure, c'est le terme de la fenêtre d'Overton. Cette idée qu'il y a un cadre et tout ce qui est en dehors du cadre n'est plus acceptable. Et donc l'objectif, c'est d'être le plus radical possible pour faire entrer certaines idées qui étaient avant inacceptables dans le champ du respectable, pour qu'on passe au débat et ensuite à la loi. Eh bien, la fenêtre d'Overton, aujourd'hui, elle se décale plutôt à gauche. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, la France insoumise, elle a mobilisé, en effet,
pour rendre hommage à Aboubacar Cissé, un clandestin malien de 22 ans, assassiné de 57 coups de couteau, un crime d'une sauvagerie inouïe perpétré par un certain Olivier Asdovic, un Français d'origine bosnienne de 21 ans, mis en examen pour assassinat. Alors immédiatement, on s'en souvient, Mélenchon, les cadres insoumis, ils ont sauté sur l'occasion, ils n'ont pas attendu une seule minute, ils n'ont pas attendu une seule conférence de presse pour crier à l'islamophobie. De facto, il fallait accuser la droite, il fallait accuser l'extrême droite, il fallait accuser CNews et le ministre Retailleau d'avoir, je cite, du sang sur les mains. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Alors dimanche dernier, il y avait justement hier des pancartes qui proclamaient le racisme, ça commence avec des mots et ça finit comme Aboubacar. Il y avait d'autres également, parce que je me suis infligé de regarder cette manifestation, il y avait d'autres pancartes qui dénonçaient par exemple une hausse de 72% des actes anti-musulmans en 2025. Alors forcément, ça interpelle, mais lorsqu'on constate la source, ce n'est pas celle du ministère de l'Intérieur, mais celle du collectif contre l'islamophobie en Europe dont on parlait. Alors on va regarder justement la vérité en face. Que sait-on des motivations de ce crime? Rien ou presque. Le procureur de Nîmes, vous l'avez rappelé, a déclaré qu'aucun élément ne permettait de qualifier ce crime d'islamophobe. Pour l'instant, Asdovic, dans une vidéo, parlait, lui, de pulsion de tueur en série sans revendication idéologique claire. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le suspect est un Français issu de l'immigration rome de Bosnie. Alors, accuser l'extrême droite ou un prétendu racisme systémique sans attendre la moindre minute, c'est non simplement grotesque, mais c'est indécent. C'est une insulte, évidemment, à l'intelligence des Français. On le sait, LFI, souvent, on l'a vu il y a 2 mois, lorsque Marine Le Pen a été condamnée, prétendait justement défendre la justice, d'être dans la logique de l'état de droit, mais lorsqu'ils font une récupération sur ce type de crime, ils mettent leur idéologie de côté. Et donc non, ça n'a rien à voir avec la droite, ni avec la prétendue extrême droite, ni encore avec un racisme systémique de l'État, parce que c'est ça qu'ils souhaitent mettre en avant en permanence. Alors, effectivement, Christine, ils organisent en ce moment des manifestations tous les 4 matins. Il n'y a pas seulement le dimanche, il y a samedi avec les sans-papiers, place de la Bastille. Il y a le mercredi avec Utopia 56 devant l'hôtel de ville de Paris. Mais souvenez-vous, en 2022, après la mort de Naël, suite à 2 refus d'obtempérer, ils criaient au racisme policier. Ils ont réussi d'une certaine façon à mettre ce policier 5 mois en prison. C'est un scandale qu'on ne souligne pas assez. Ils étaient en première ligne après la mort d'Adama Traoré et maintenant, ils récupèrent donc le meurtre d'Aboubacar Cissé pour alimenter un narratif victimaire. Alors, il y a quelques petits chiffres qu'il faut rappeler quand même. Et déjà, le fait que quand il s'agit de petits blancs qui se font tuer, ils s'interdisent d'en parler. En 2022, après le meurtre de la petite Lola par une Algérienne sous OQTF, LFI accusait la droite d'instrumentalisation raciste. Ils ont même prétendu parler au nom de la famille. On a vu 1 an après ce qu'il en était réellement. En 2023, c'est également après la mort de Thomas Crépol, poignardé par une bande issue des cités, venue selon des témoins planter du blanc. Il dénonçait alors une récupération odieuse. Pendant ce temps, Christine, il y a certains chiffres, je ne vais pas être censuré par Jean-Luc Mélenchon pour les rappeler, c'est que depuis 2012, le terrorisme islamiste, lui, il a fait plus d'une 50aine d'attentats, 274 morts en France, Toulouse, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Samuel Paty. La liste est longue. Et que faisait la France insoumise? Il défilait en 2019 lors de cette fameuse marche contre l'islamophobie, organisée par le CCIF, dissous depuis par Gérald Darmanin. Alors c'est la raison pour laquelle je souhaitais en parler ce soir, parce qu'en 2019, ça avait fait scandale. Hier, on s'est habitué à ce type de marche contre l'islamophobie. Ah, si la gauche se souvient bien d'une chose, c'est que le poids des mots est important et que culturellement, en règle générale, depuis des décennies, ils ont toujours la fin du débat. Et donc j'espère que sur ce cas-là, ça ne sera pas le cas. Ce qui se joue en effet ici, c'est une véritable bataille sémantique, c'est une guerre des mots pour imposer une vision communautariste de la France. Ils n'ont pas choisi au hasard ce titre de marche contre l'islamophobie, tout comme ils n'avaient pas choisi au hasard une affiche pour caricaturer différentes personnalités de CNews et de C8. Alors qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? Si on regarde l'étymologie du mot, qu'on ouvre un dictionnaire, cela voudrait dire une peur irrationnelle de l'islam. Mais à en croire LFI et leurs alliés, c'est une haine généralisée contre tous les musulmans, un fléau qui gangrènerait la société française. Mais le terme, évidemment, si on va aux sources, on le voit qu'il a été popularisé dans les années 90 par les Frères musulmans, une organisation islamique dont parle beaucoup la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair, dont l'objectif c'est d'organiser l'instauration de la société islamique mondiale. Alors, en 2003, c'est le CCIF, lors du débat sur le voile, qui a commencé à pousser ce terme. La stratégie, c'est simple, c'est assimiler la critique de l'islam, une religion, à une critique
contre les musulmans, même une attaque contre les musulmans. C'est une escroquerie tout simplement intellectuelle, c'est un piège grossier pour museler le débat. Et que ce soit clair, en France, on a le droit de critiquer une religion, quelle qu'elle soit. On a le droit de dire que l'islam, dans ses interprétations, pose problème. On a même le droit, quand 57% des musulmans français estiment, selon un sondage IFOP de 2020 pour l'Institut Montaigne, que la charia est supérieure aux lois de la République, on a le droit de s'en inquiéter. Et quand les prêcheurs appellent à la mort des mécréants, et c'est régulier, on a le devoir de le dénoncer. Alors Mélenchon, il le savait, en 2015, il déclarait « On a le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme ». Et ce Mélenchon, il a tout simplement disparu. Alors pendant ce temps, il y a des chiffres, à nouveau, je vais les ennuyer avec ces chiffres. C'est les chiffres du réel, ils ne viennent pas du CCIE, mais du ministère de l'Intérieur de 2024. On est ainsi à 1570 actes antisémites, 770 actes antichrétiens, on les oublie souvent, et seulement 173 actes anti-musulmans. Peut-être jugeront-ils que parler de dénoncer ce terme islamophobie, ce serait un 174e acte anti-musulman. Si on les écoute, Mélenchon, lui, il a décidé de faire manifestation pour une seule de ces trois catégories. Alors oui, il y a un point où je suis d'accord. En France, l'islamophobie tue, Christine, oui, mais seulement ceux qui en sont accusés, comme Samuel Paty ou Dominique Bernard. Jean-Luc Mélenchon le sait, mais il s'en fiche. Et pour ce grand réveil, nous retrouvons Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, collaborateur parlementaire de Marine Le Pen et président du groupe RN en région Auvergne-Rhône-Alpes. Andrea Cotarac, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. On vous a invité pour parler de ce livre événement, La Meute, qui est sorti et qui présente tout un tas de révélations sur les dessous, la façon dont ça se passe chez la France insoumise. Et si on vous a invité, vous, c'est parce que vous êtes passé par les rangs de la France insoumise. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi votre parcours, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer un peu quel est-il ? Oui, écoutez, j'étais membre je suis canal historique Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, j'étais à la fois patriote et à la fois attaché à la justice sociale, c'est-à-dire de ne laisser aucun Français sur le bord de la route. C'était un petit peu la philosophie qu'avait Jean-Luc Mélenchon à l'époque où Ségolène Royal et les autres étaient déjà passés du côté mondialiste. Et puis, 10 ans plus tard, pour aller vite et pour la faire courte, 10 ans plus tard, j'ai remarqué qu'un Jean-Luc Mélenchon qui avait une vision patriote, une vision laïque, un homme qui expliquait sur Cato TV que le voile était un problème, qui expliquait dans Le Monde que le burkini était un affichage militant, qui expliquait que aucun signe religieux, notamment islamiste, n'avait à rentrer dans l'école de la République. Voilà aujourd'hui que le voile 1 n'est plus un problème, le burkini 2 n'est plus un problème. L'abaya et le camis ont le droit, selon lui, désormais d'entrer dans l'école de la République. Il expliquait qu'on avait le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire de critiquer non pas les croyants ou non pas les personnes qui croient, mais on avait le droit d'être islamophobe dans le sens de critiquer les textes sacrés. Voilà, de critiquer le Coran, par exemple, de blasphémer, de caricaturer. Bon, voilà aujourd'hui qu'il manifeste contre l'islamophobie avec des islamistes du CCIF, comme c'était le cas en novembre 2019. Donc vous voyez que ce sont les insoumis qui ont changé, qui ont pris un virage à 180 degrés, celui du communautarisme. Voilà. Voilà, et ça vous a poussé à quitter la France insoumise. Alors ce communautarisme, on le retrouve donc y compris chez LFI. En réaction à ce livre, La Meute, on voit que finalement le clan Mélenchon s'est presque soudé autour de lui. On aurait pu imaginer que ça allait faire tout exploser. C'est le contraire qui a l'air de se passer. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Luc Mélenchon, à plusieurs reprises, a purgé. On en parlait moins à l'époque parce que les gens purgés n'étaient pas députés, ne passaient pas sur BFM TV comme Coquerel, Raquel Garrido, qui fait de la télé-réalité, je crois, ou Clémentine Autain et les autres, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes connues. La réalité, c'est que depuis PRS, qui était la première association de Jean-Luc Mélenchon, en passant par le parti de gauche qu'il avait cofondé, le Front de gauche, la France insoumise en février 2016, il y a eu d'énormes purges. Moi, je me souviens, par exemple, en fin 2019, ou même 18, où des patriotes comme Georges Kuzmanovic avaient été chassés parce qu'il expliquait que l'immigration avait
des conséquences sur les salaires des Français, par exemple. Ce qui est vrai, hein. Je veux dire, l'immigration fait baisser les salaires des Français. Bon, bah, ça n'avait pas plu, il avait été écarté. Vous aviez François Coq, qui notamment intervient dans le livre. Lui qui était très anti-Union européenne, quasiment même pour le retour au franc. Il a été aussi interrogé. Mais si vous voulez, le seul qui ne l'a pas été, même si on parle un peu de moi dans le livre, c'est un ancien insoumis qui passe chez Marine Le Pen. Parce que la réalité, c'est que ce livre a été écrit par des personnes de gauche contre des personnes de gauche, mélenchonistes. Voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon, certes, a créé des purges, mais ça reste un chef. Voilà. Parce que si vous voulez, ce livre, il est fait beaucoup sur la forme. Mélenchon est méchant, chez qui pique de l'argent, il a fait des purges, etc., etc. Moi, je suis parti pour des raisons politiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais Mélenchon fonctionne comme ça. C'est un chef. La France insoumise n'est pas un parti. La France insoumise n'a pas de statut. C'est un mouvement, disait-il, qui est gazeux. Bon. Et donc, il y avait un chef qui décide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est entouré d'une garde rapprochée plutôt jeune. Il a sauté une génération. Ce sont plutôt des Clémence Guettet, des Louis Boyard, des personnes aussi talentueuses que M. Delogu. Voilà. Il a sauté une génération et il a exclu des personnes qui avaient un peu trop de lumière aujourd'hui, voilà. Oui. Comme Alexis Corbière. Bon, on va revenir là-dessus, mais quand vous dites que vous êtes le seul à ne pas avoir été interrogé, est-ce que vous auriez eu des choses à apporter à ce livre concrètement, des témoignages? Moi, si vous voulez, moi, je me refuse à attaquer sur la forme. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, quand je dis c'est un chef politique, ce n'est pas une insulte dans ma bouche et dans mon esprit. C'est un chef politique, c'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. 2017, il y avait M. Macron qui se porte candidat tout seul pour son parti En Marche, Mélenchon qui, de l'autre côté, explique qu'il est candidat, et puis au milieu, je ne sais pas si vos auditeurs s'en souvenaient, il y avait la fameuse primaire du Parti socialiste, qui était censée annihiler et invisibiliser les personnes qui s'étaient portées candidates, c'est-à-dire Mélenchon et Macron. Benoît Hamon l'emporte, et Benoît Hamon, du jour au lendemain, passe de 5% à 15% dans les sondages, laissant Jean-Luc Mélenchon bien derrière lui. Et je croise Jean-Luc Mélenchon, je pensais qu'il allait expliquer que c'était fini, que la partie était terminée. Pas du tout. Il a dit on garde le cap, on avance, le calme des vieilles troupes, et Benoît Hamon finira à 6. Et c'est ce qui s'est passé. Mélenchon a fait 20, Hamon a fait 6. J'ai retrouvé la même chose du côté du Rassemblement national quand M. Zemmour est passé devant Marine Le Pen. C'était le moment Zemmour. Il est passé devant Marine Le Pen dans les sondages et j'ai vu Marine Le Pen le lendemain dans ma région. Pareil, je pensais qu'elle allait râler sur les troupes, ça n'allait pas, etc. Pas du tout. Elle était comme Jean-Luc Mélenchon. Le calme des vieilles troupes m'a pris la main, elle a dit on continue, on avance. Et M. Zemmour finira à tel ou tel pourcent. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez, il y a des chefs politiques, des gens qui croient dans ce qu'ils font, et manifestement, Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen en font partie, ce qui n'est pas le cas des Glucksmann et autres qui sont ravis d'un livre comme La Meute. Ouais. Quand vous dites que vous ne voulez pas attaquer sur la forme, c'est tout à votre honneur. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, plus largement même les élus et les adeptes de la France insoumise, eux aiment énormément ce genre de procédé. Et on s'étonne quand même justement qu'étant si attaché à la forme et puis à essayer justement derrière chaque mot de gratter quelles sont les valeurs qui s'en détachent, de voir des gens qui finalement semblent assez peu préoccupés de tout cela quand il s'agit par exemple de communiquer entre eux avec leurs collaborateurs. Non, vous avez raison là-dessus. Victor Hugo disait que la forme, c'était le fond qui remonte à la surface. Donc, vous me l'avez bien fait comprendre. Effectivement, dans ce livre, moi, ce qui me choque le plus, c'est-à-dire la liaison entre la forme et le fond, c'est que la France insoumise, par exemple, dans son programme, explique que les patrons sont méchants et que quand on leur explique que les Français sont taxés, les patrons notamment, de manière assez irrationnelle, la CGT, la France insoumise sont les premiers à expliquer que bien sûr que non, les patrons dans notre pays peuvent bien allonger un peu plus. Et puis quand il s'agit de la campagne présidentielle et qu'il y a des charges, eh bien on propose plutôt, quand on est à la France insoumise, des statuts d'auto-entrepreneur, par exemple. Monsieur Corbière a beau râler dans ce livre, il était sous statut d'auto-entrepreneur lorsqu'il passait dans les médias. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir énormément de charges. C'est-à-dire tout ce qu'il dénonce
dans la société, finalement, ils ne se l'appliquent pas. Au-delà de ce livre, vous avez bien des députés du 93, par exemple, pour ne pas les citer, qui défendent l'école de la République. Il n'y aurait aucun problème dans l'école de la République, pas de délinquance, pas d'insécurité, ce serait merveilleux. Et puis quand il s'agit de leurs enfants, ben, ils sont scolarisés dans le centre de Paris, voilà, dans des écoles privées. Donc si vous voulez, moi ce que je reproche à la gauche, c'est d'avoir la parole, mais par contre de faire l'exact inverse pour soi-même, voilà. Oui, il y a un double discours, et puis quand Oui, on même une gratte... schizophrénie à ce niveau-là. C'est Ouais. même une bipolarité, je dirais. Alors, quand on parle justement, quand on rentre dans le domaine de la psychiatrie, il y a certaines personnes qui, en lisant le livre, expliquent que LFI, aujourd'hui, ça a l'air d'être une secte et qu'il y a une vraie dévotion, mais presque spirituelle, à ce chef qui est Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, est-ce que c'est justement parce que, comme c'est un chef politique, vous l'avez dit, il a finalement réussi à atteindre ce stade où il a cette fameuse garde rapprochée, enfin on est presque dans un langage militaire, mais on pourrait aussi utiliser le langage sacré. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que finalement c'est parce qu'il a réussi son parcours, il s'est imposé comme cette figure incontournable, ou est-ce que vous considérez qu'il s'agit quand même là d'une forme de dérive? Ben, nous qui étions à l'époque, hein, dans le Mélenchon canal historique, moi, la personne qui m'avait formé, parce qu'on avait des formations assez poussées, m'avait dit, écoute, nous ici, c'est pas le Parti socialiste. Nous, c'est Jean-Luc Mélenchon, certes, mais c'est pas un fan club, je les cite, c'est pas un fan club de Jean-Luc Mélenchon. Si Mélenchon change sur le fond, au revoir Jean-Luc Mélenchon. Et manifestement, ce parti de gauche, en tout cas ce canal historique, a un peu perdu finalement cette vision où le fond, le programme, la vision avait plus d'importance que la personne qui la portait. Après, il ne faut pas non plus nier le fait que l'extrême gauche, c'est 5-6% dans le pays d'habitude, et que depuis 30 ans, bah, il y a un homme quand même qui l'a relevé, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il fait 20% en 2017 et il fait 22% en 2022. Donc si vous voulez, pour des gens aux cheveux blancs que vous avez dans le livre qui se sont battus pendant des décennies à 5%, évidemment, je peux comprendre qu'ils aient une sorte de dévotion, de culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, Jean-Luc Mélenchon, il a très mal vécu le front de gauche. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2012, où là, c'était un cartel de partis. Il était candidat à la fois du Parti communiste, du Parti de gauche, du mouvement de Clémentine Autain. Et à chaque fois qu'il disait A, les deux autres partis disaient B, pour contrecarrer. Ouais. Lorsqu'il a créé la France Insoumise, mouvement gazeux, il était le chef, il faisait ce qu'il voulait, et les gens pouvaient adhérer en masse, puisqu'il n'y avait pas de cotisation. Donc, c'était une machine de guerre pour les élections présidentielles. Mais par contre, pour le temps normal qui demande des débats, des discussions, eh bien, c'est plutôt la guillotine et les purges qui s'appliquent, comme le dit le livre, et qui, à mon avis, est vrai. Est vrai, hein. Il y a de la part de la gauche un certain silence. On a la sensation qu'aujourd'hui, les personnes qui sont visées dans ce livre ne ressentent pas nécessairement le besoin de s'expliquer, voire de s'excuser. À droite, on aurait eu le phénomène inverse. Beaucoup d'explications, beaucoup de textes d'excuses probablement. C'est une culture qu'on a probablement un peu plus. Est-ce que vous pensez que la gauche observe la bonne stratégie? Est-ce que vous pensez que pour les prochaines échéances électorales, ça pourrait leur coûter, ou est-ce que de toute façon, à partir du moment où il faudra faire front à gauche, Jean-Luc Mélenchon pourrait, quoi qu'il arrive, rassembler ses voix autour de lui? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va écarter toute concurrence à gauche. Alors, ils vont essayer, Glucksmann et les autres, mais c'était le même cas en 2017, c'était pareil en 2022, et c'était toujours Jean-Luc Mélenchon à l'arrivée, avec des scores un peu plus forts. Moi, si vous voulez, bon, alors la gauche va silencieuse, ils n'ont peut-être pas le courage non plus, hein. Les Olivier Faure et les autres ne sont pas quand même les personnes les plus courageuses de la classe politique française, ni les Glucksmann, ni les Marine Tondelier. Mais si vous voulez, moi, il y a souvent de la violence à la fois dans les livres contre le Rassemblement national ou contre des partis patriotes, de la violence contre Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a un peu moins quand même dans le bloc bourgeois et le bloc central, hein. Ouais. Et moi, je serais beaucoup plus violent sur ce que le bloc bourgeois a fait depuis 30 ans qu'ils sont au pouvoir que contre la France insoumise qui n'a jamais eu le pouvoir. Certes, je suis en total désaccord avec eux. Certes, je les ai quittés d'une manière assez violente, mais c'est le bloc bourgeois, hein,
qui vote le pacte des migrations et qui a l'initiative au Parlement européen. C'est pas l'extrême gauche. C'est le bloc bourgeois qui a désindustrialisé le pays. Quand on parle, on fait des erreurs aussi au Rassemblement national. Quand on parle de Bénédicte de Pertuis, la juge qui a manifestement condamné Marine Le Pen à l'inéligibilité, ce qui est un scandale absolu, on dit c'est l'extrême gauche, c'est le syndicat de la magistrature. C'est faux aussi. C'est plutôt une personne proche du bloc bourgeois. Donc, si vous voulez, je n'épargne pas ces personnes qui nous gouvernent depuis très longtemps avec une voix doucereuse, mais qui en réalité détruisent notre pays, tant sur l'immigration, tant sur l'industrialisation et le reste. Je serais beaucoup plus violent contre un Nicolas Sarkozy qui a déclenché la guerre en Libye, qui a fait d'un pays africain riche une terre pour djihadistes et une autoroute méditerranéenne pour des clandestins. Voilà. Je serais beaucoup plus violent avec eux qu'avec Raquel Garrido, qui passe chez Thierry Ardisson, si vous voulez. Ouais. On attend votre ouvrage à ce propos, Andrea Cotarac. Ça arrivera et je pense que Radio Courtoisie sera l'une des premières à le recevoir. Avec grand plaisir, on vous recevra à ce moment-là. Surtout, n'hésitez pas. On va suivre évidemment les conséquences de cet ouvrage. On va probablement le lire, continuer à l'étudier. En réalité, de toute façon, je ne sais plus quel était le chroniqueur de chez nous qui disait, je pense que... Non, je ne sais plus, je vais nommer personne parce que je ne sais plus, mais qui expliquait en tout état de cause que finalement, aujourd'hui, tout le monde se mettait à pousser des cris, mais que toute cette imposture de la gauche, en réalité, on en avait déjà des preuves depuis bien longtemps. Aujourd'hui, l'attaque semble un peu plus crédible puisqu'elle vient de la gauche elle-même, alors on s'imagine qu'il y a une forme d'objectivité, et qu'on n'est plus dans le combat politique, mais il ne faut peut-être pas non plus sous-estimer la guerre politique qui sévit à gauche aussi. Oui, complètement. Moi, je pense qu'une bonne partie de ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Je pense qu'à 90%, c'est vrai. Alors, c'est pareil, voilà, on critique Madame Chikirou, qui a pris de l'argent, qui était à la fois prestataire, mais aussi la personne qui choisissait les prestataires. Donc, effectivement, il y a de l'illégalité là-dedans. Mais je vais vous dire une chose avec l'honnêteté la plus grande, c'est que sans Chikirou, il n'y a pas de Mélenchon. Voilà. Ces personnes-là m'ont attaqué violemment, donc ma parole est crédible. J'aurais dû les attaquer en retour, non? Je vous dis, sans Chikirou, il n'y a pas de Mélenchon. C'est elle qui allumait la machine, si vous voulez, à la fois de la communication, à la fois des hologrammes, à la fois des meetings. Et ce que la gauche ne comprend pas, c'est que pour décider, on ne fait pas une assemblée générale. Voilà. Ouais. Un décideur et les troupes qui suivent, parce qu'une campagne électorale, c'est un peu comme une bataille. Il y a un chef et il faut suivre. Merci de nous avoir donné votre avis sur cet ouvrage, Andrea Cotarac. Merci pour votre témoignage. Et puis, on se réjouit évidemment, nous, de votre parcours. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui porte-parole du Rassemblement national, collaborateur parlementaire de Marine Le Pen, président du groupe Rassemblement national en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, tout cela après être passé par les bancs de la France insoumise. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bon courage pour votre travail. Dans le plus pur style von der Leyen, autrefois on appelait ça du népotisme. Von der Leyen a négocié par SMS avec le PDG de Pfizer un contrat de 35 milliards d'euros. Elle refusait déjà de divulguer tous les documents et de répondre à une invitation en commission. Mais elle ignore en outre obstinément les demandes du médiateur européen et si elle sourit même à la réprimande de la Cour des comptes européenne avec un haussement d'épaule arrogant. Alors nous devons, en tant que Parlement, dès maintenant, alors que le parquet enquête sur elle pour corruption, donner un carton rouge à von der Leyen. C'est déjà assez grave que la présidente de la Commission soit corrompue. Mais un Parlement qui couvre cette corruption l'est tout autant et vole. Ok, ça suffit, c'est assez. Maintenant, je soumets la requête au vote nominatif. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Pourquoi ne pouvons-nous pas entendre ce qu'elle a à dire? Et c'est rejeté. L'agenda de travail est donc adopté. Merci beaucoup.